Dans l'épisode précédent, il a été possible de reconstituer le plan général du tarot et de voir qu'il répondait à une volonté, à un dessin d'ensemble bien structuré sur un mode dialectique. D'une certaine manière, c'est la preuve aussi que le tarot de Marseille est antérieur au tarot princier, bien que ces derniers nous fournissent les exemplaires les plus anciens connus, et ce contrairement à ce que pensent la plupart des historiens du tarot. Dans ce plan général, on a pu constater une certaine parité entre hommes et femmes. À chacune des figures masculines répond en face une figure féminine ou inversement. Ainsi, pour les 4 cartes que nous avons déjà abordées, à savoir le battleur, l'amoureux, le chariot, qu'on avait reconnu comme étant Dionysos Bacchus, et le pendu, qu'on avait reconnu comme étant un initié sortant de la fosse initiatique, répondent 4 figures féminines face au battleur, la force, qui sont tous les deux reliés par la tête et leur grand chapeau, face au pendu, le monde, tous les deux reliés par la position de leurs jambes et de leurs pieds, et face à l'amoureux, la tempérance, et face au chariot, l'étoile. C'est donc ces 4 cartes que l'on va aborder maintenant. Face donc au battleur, la force, qui a ce nom donc d'une des 4 vertus cardinales à la mode au début de la Renaissance. Une femme avec un grand chapeau, donc, qui semble maîtriser un lion. Mais ce chapeau est très particulier car il semble plutôt être un assemblage de différents éléments symboliques que l'on a agglutinés de façon à en faire un chapeau. La partie la plus remarquable est la partie gauche, pour nous, de ce chapeau, car il représente en réalité une pomme de pin. Même si sur le marteau le dessin est un peu effacé et plus net sur bien d'autres versions comme celle la plus connue et la principale qui est celle du convers, une pomme de pin qui se trouve sur la plupart des tirses grecs et puis même un peu romains en copie des Grecs. Un tirse qui est souvent accompagné d'un nœud. Ce nœud, on le reconnaît aussi sur ce chapeau. Un autre élément troublant est cette forme sinueuse qui n'est pas sans rappeler le serpent que l'on a vu sortir de la corbeille sur la table du battleur. Donc cela peut être un serpent. Et cette sorte de couronne de pointe que l'on retrouvera ailleurs et que dans ce contexte, j'ai tendance à y reconnaître la couronne de lierre, même si ceci est fortement altéré. Une couronne de lierre qui est plus nette, par exemple, sur la carte de l'amoureux de la version convers du tarot de Marseille. En plus de ces éléments dionysiaques que l'on peut reconnaître dans le chapeau de la force du tarot de Marseille, la scène elle-même n'est pas sans rappeler un mythe dionysiaque que l'on retrouve dans les bacchantes d'Euripide, qui sont toujours une des références principales en la matière. À la fin de cette tragédie, Agavée va donc tuer son fils Penthée, le roi de Thèbes, qu'elle prend pour un lion. En effet, quand elle rentre dans son palais et qu'elle présente la tête de son fils arrachée à Cadmos et à l'ensemble des présents, elle explique qu'elle est une brave, vaillante chasseresse, une guerrière qui a su maîtriser à main nue un lion dont elle présente la tête. Et ce n'est qu'après un certain temps, dans un dialogue entre elle et son père Cadmos, qu'elle finit par se rendre compte que c'est la tête de son fils qu'elle tient. Belle image, beau symbole. Donc cette femme avec le lion, pour moi, il s'agit d'Agavée, la mère de Penthée, la tante de Dionysos, l'une des bacchantes de la tragédie d'Euripide éponyme. Pour tirer parti du plan du tarot et essayer de reconnaître toutes les origines dionysiaques de ces images, il y a quand même plusieurs obstacles. D'abord, les cartes ont plus ou moins conservé ces aspects orphico-dionysiaques. Beaucoup ont subi des altérations, pour ne pas dire des substitutions, ce qui nous amène à des difficultés pour quelques cartes, comme les 2 cartes qui répondent à l'amoureux et au chariot, à savoir l'étoile et la tempérance. Bien que ces 2 cartes présentent un point commun,
la femme, qu'elle soit nue ou ailée, habillée, tient dans chacune de ses mains 2 oenoké. Oenoké ou des cruches. Normalement, l'oenoké, c'était pour le vin. Autrement dit, on a un symbole dionysiaque, l'oenoké, dans un contexte qui nous est particulièrement difficile à appréhender. Pour moi, j'aurais tendance à voir, en regardant la carte de l'étoile, l'eau du Lété, l'eau de l'oubli, et l'eau de Mnémosyne, l'eau de la mémoire, de la tradition orphique. L'une va dans la rivière, autrement dit vers l'oubli, et l'autre va rester dans la terre, autrement dit la mémoire. Ces 2 oenoké que l'on retrouve aussi donc pour la tempérance, où l'on voit donc un liquide ou une forme fluide sortir d'une des oenoké pour aller dans l'autre, dans une position et une situation qui est tout à fait impossible, puisque l'eau devrait, à ce moment-là, ou le vin devrait être versé. Là encore, c'est assez curieux, puisque la tempérance, autrement dit, mettre de l'eau dans son vin, appartient à l'art de boire, et donc plus ou moins d'une manière lointaine au monde bacchique, au monde dionysiaque. Là où la réponse est intéressante, c'est que face donc à l'amoureux qui présente un changement d'un état vers un autre suite à une transgression, une transformation, la carte de l'intempérance nous montre le passage de l'un à l'autre, d'une oenoké à l'autre. Elles sont donc bien aussi de ce côté-là en symétrie, même si la plupart des éléments au stade actuel peuvent encore échapper à une analyse orphico-dionysiaque. Ces cultes n'ayant jamais été vraiment unifiés, ayant été secrets et que nous ne connaissons aujourd'hui que de manière parcellaire. Pour en finir avec ces 2 cruches, je signalerai cette mosaïque de Pompéi d'un squelette qui tient aussi ces 2 oenoké, qui sont sans doute donc l'eau de mémoire et l'eau de l'oubli, l'eau du Lété et l'eau de Mnémosyne. Et cette figure avec les 2 oenoké de ce squelette, j'aurais tendance à le placer entre ces 2 femmes. Ce serait à ce moment-là assez logique. On suivrait ces 2 oenoké à travers 3 cartes, puisque l'image de la mort dans le tarot de Marseille est une image convenue et tardive qui n'a absolument rien de gréco-romain. Donc, sans doute que l'image originelle, elle, portait aussi ces 2 oenoké, comme on peut le voir sur cette mosaïque pompéienne. Moins problématique est cette carte 21. Déjà, la structure générale de la carte, on la trouve aussi dans un monde non chrétien, dans le monde orphique, avec cette représentation du premier homme, de Protogonos, de la première créature, sortant de l'œuf cosmique selon la tradition orphique. Aux 4 angles se trouvent les 4 vents cardinaux, et le tout dans un grand zodiaque parfaitement dessiné. Cette carte du monde reprend exactement la même structure, mais en nous présentant les 4 évangélistes, ce qui fait dire que l'on a affaire à une carte d'inspiration chrétienne. Ne pas oublier quand même que les 4 formes, les 4 symboles des évangélistes sont les 4 formes de la Sphinge grecque avec tous ses mystères. Évidemment, ceux qui veulent y voir une tradition chrétienne vont invoquer ces images classiques du Christ en gloire dans sa mandorle entourée des 4 évangélistes, qui est sur la même structure donc que cette carte 21 le monde. Sauf qu'à la place du Christ, on a une femme nue en train de danser. C'est une chose assez constante dans le tarot de Marseille, et c'est qu'à chaque fois qu'il y a une référence chrétienne, il y a quelque part une anomalie qui s'est glissée et qui l'a fait sortir du dogme chrétien proprement dit. Donc cette femme nue en train de danser n'est pas inconnue de l'iconographie dionysiaque puisqu'on la retrouve à la Villa des Mystères de Pompéi, même si cette fois elle est de dos. Et elles ont en commun non seulement d'être nues et de danser, ce qui est en somme tout à fait banal, mais de porter une grande étole sur la poitrine autour d'elles. Et cette étole va être en quelque sorte la clé pour comprendre cette carte. En effet, à la Villa des Mystères, la scène avec cette danseuse et cette étole fait suite à une scène précédente qui donc les rassemble, où l'on voit cette jeune femme
sur les genoux d'une nourrice qu'on reconnaît à son épaule nue et à son bonnet, une nourrice qui est en train de la déshabiller, et sur ses genoux, l'on voit poser cette étole. Et l'image suivante, on la voit danser avec cette étole. Ce qui n'est pas sans rappeler non plus un vase de Thèbes sur le Kabirion, un autre culte à mystère, celui des Kabyres en Grèce, où l'on a les deux scènes ensemble aussi. D'un côté, nous avons une scène interprétée comme étant une confession, la confession étant un élément de ce rituel tout à fait attesté, et de l'autre, une danse frénétique nue après ce passage. On peut reconnaître la même succession. Mais là où on pourra voir la clé de ces deux images de Pompéi, qui nous donnera donc l'explication ensuite pour le tarot, il faut se référer à un passage de l'Odyssée, quand Ulysse est en très mauvaise posture sur son radeau et manque d'être emporté par les flots, sort une déesse qu'elle s'appelle Leucotée, une déesse blanche, alors que de son vivant elle s'appelait Ino, l'une des nourrices de Dionysos, donc cela nous relie au monde dionysiaque, et celle-ci lui tient un discours assez particulier, un discours qui semble tiré de phrases rituelles des rites initiatiques grecs archaïques. En effet, si l'on coupe tout le parti contextuel concernant Ulysse, son radeau, son voyage, la tempête et le fait de devoir rejoindre l'île de Phéacie et les Phéaciens pour conter son histoire, si l'on coupe toutes ces parties, nous avons tout à fait un élément de rituel. Elle commence par nous dire « quitte ses vêtements ». La scène où l'on voit donc cette jeune femme se faire déshabiller y répondrait parfaitement. Puis après, elle dit, prends ce voile divin, prends-le, mets-le sur ta poitrine, avec lui, tu ne crains plus la douleur ni la mort. Une promesse qui est tout à fait celle des initiations classiques grecques et romaines. Cela nous donne donc l'explication de cette femme dansant avec cette étole, qui, sur de nombreuses versions, tient des castagnettes dans les mains. À la Villa des Mystères, ce sont des crotales, des sonnailles. Et donc, cette carte rentre parfaitement dans cette analyse orphico-dionysiaque de l'iconographie du tarot de Marseille.